Bonjour et bienvenue dans Souvenirs sonores, un podcast qui donne la parole aux grands-parents, qui leur permet de transmettre ce qu'ils ont vécu, de parler de ce qu'ils pensent et de donner leur regard sur le monde d'aujourd'hui. Bonne écoute. Je peux te demander un conseil, mamie? Oh, j'y connais pas grand-chose, mais bien sûr. Laissez parler un peu les anciens. Eh, grand-mère, comment c'était avant? Comment tu vois le présent? Selon vous et votre grand-père. Va rendre visite à ta grand-mère. Tu lui apporteras cette galette et ce petit pot de beurre. J'ai pas le code, mamie. Viens voir mon grand-père. Je suis là, mon garçon. Je m'appelle Jeanne et aujourd'hui je reçois la grand-mère de ma grande copine Anna, qui s'appelle Nanou pour ses proches et Janine sur sa carte d'identité. Je m'appelle Janine Ramon et je suis née le 15 mars 1933 à Rabat, au Maroc. J'y ai vécu jusqu'à 28 ans. C'était comment de grandir là-bas? Ah, j'ai une passion pour ce pays. Si vraiment il y a un pays qui est mon pays de cœur, c'est bien le Maroc. C'est un pays extraordinaire. Le matin, je me levais, j'ouvrais les volets, que ce soit l'hiver, le printemps, peu importe. Mais quel bonheur de vivre dans ce pays. Et ça m'a gardé l'amour des couleurs, parce que c'est un pays de couleurs. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai un frère qui a 3 ans de moins que moi. Mais à la naissance de mon frère, ma mère, à ce moment-là, a commencé à être malade. Elle avait 25 ans, quelque chose comme ça. Et elle était tout le temps avec mon frère dans les bras. C'est tous les deux, il y avait comme quelque chose de fusionnel. Et moi, j'avais une vitalité débordante étant petite. Et je sentais que c'est terrible parce que je sentais qu'il fallait que je me réfrène sans arrêt. Mais je parlais pas tellement à ma mère d'ailleurs. Je la craignais un peu. Et pourtant, j'étais très admirative. C'était une très belle femme. Mais elle était assez lointaine. Il y avait quelque chose d'assez... J'étais beaucoup plus copine avec mon père d'ailleurs. Et du coup, t'as vécu la guerre? C'était comment? En 1939, mon père a été rappelé sous les drapeaux, comme tout le monde. Et il y a eu ce qu'on appelle la drôle de guerre. Et il n'y a rien eu pendant tout un hiver et tout un printemps. Et il était inscrit au Maroc, c'était protectorat français, donc il y avait 200 000 Français à peu près au plus fort de la présence française. On n'était pas hyper nombreux comme en Algérie, par exemple. Et puis on a repris l'école. Mon frère, je crois, devait être démarré maternelle. Et ben moi, j'ai repris l'école aussi. Et ma mère était gravement malade. Je ne sais pas si c'était un cancer, j'ai jamais pu comprendre. Je sais même pas s'il le savait. À l'époque, c'était les débuts de cette connaissance. Là, ça s'était beaucoup accentué, là, cet hiver, cette année 39 et surtout l'hiver 40. Si bien qu'elle envisageait dès septembre-octobre de venir en France. Mon grand-père était professeur en médecine. Donc, c'était une porte ouverte quand même pour savoir quel était le spécialiste qui aurait pu savoir d'abord ce qu'elle avait et puis la soigner. Elle était devenue mec comme un clou, ce qui n'était pas son genre. Donc, elle a pu avoir une place à partir d'Alger, d'un bateau qui allait en France. C'était les derniers bateaux. Elle est partie janvier 42. Et puis, dès le départ d'Alger, ça a été houleux, et ça a été de pire en pire. Et au large des Baléares, ce bateau où était ma mère, le bateau était perdu. Il y a eu plus de 200 morts. Je crois qu'il y a eu 90 rescapés. Et comment tu l'as appris alors, toi, la mort de ta mère? On l'a appris par la radio. D'accord. Le matin, il y avait la radio qui était allumée. Et pour avoir les nouvelles, c'était la guerre, donc on aimait bien savoir ce qui se passait. Et moi, je me vois encore là, et pourtant j'avais 9 ans là quand même. Mais on a entendu là qu'il y avait un bateau en perdition, ils n'étaient pas sûrs encore du Il y naufrage. a eu une période d'incertitude aussi, de savoir si... Oui, plusieurs jours ça a été...
Mais rapidement, on a su quand même. Mais enfin, c'était... Puis en même temps, il y a toujours... on a su que le bateau était naufragé, mais on savait qu'il y avait des gens qui avaient été récupérés. Il y en avait très peu parce que la mer était déchaînée et les bateaux ne pouvaient pas approcher trop. S'ils approchaient trop, c'était la perdition pour les deux bateaux, quoi. C'était vraiment épouvantable. N'ayant jamais vu le corps de ma mère, j'ai vécu avec absolument pas la certitude de sa mort. Et surtout qu'il y avait une tireuse de cartes, une copine de la famille, une dame très âgée, qui m'avait dit « mais votre mère n'est pas morte », tout ça. Donc, on n'a aucune certitude. J'ai passé toute mon adolescence en me disant peut-être qu'elle est en Espagne, amnésique. Puis alors, là, c'est des années plus tard, j'ai rencontré une personne du naufrage. Et alors, cette personne, elle avait écrit un livre au lendemain de la guerre. Et donc, on s'est vus pris d'été ensemble. Elle est venue, je suis allé chez elle. Et elle m'a raconté, elle était sur un radeau, elle m'a dit il y avait un noir qui était là et qui accrochait le truc, et puis elle a senti qu'il allait partir, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi mourir. Elle lui a tapé dessus, elle l'a pris par le bras, et puis elle a demandé à un autre pour le secouer, pour remettre le type sur le machin, et puis s'en est tiré. Elle m'a dit, vous savez, la mort dans ces cas-là, ben c'est ce qu'il y a de plus facile. Plus elle parlait, plus je me disais... Là, j'ai vraiment compris que ma mère c'était fini. Alors, ça fait que on est rentré en France l'été 42. D'accord. Et là, C'était lié à la nouvelle du naufrage. Ah ben oui, là, on en était sûr. Et donc, on est parti l'été. On est parti, mon frère et moi, tout seuls. Et mon père est venu après parce qu'il était hospitalisé. Et quand on est arrivé à Marseille, comme on devait aller à Paris, on avait des écriteaux avec mon frère, là, avec le nom, on devait aller à Paris, qu'on était frères et sœurs, enfin il y avait le nom de famille. Puis il y avait un gamin qui avait l'âge de mon frère, je me rappelle, qui me dit « Dis que je suis ton frère hein. ». Parce qu'il ne voulait pas rester tout seul, le pauvre. Il avait l'âge de mon frère, j'ai dit bah, « Bien sûr ». On était des bons, moi je n'étais pas plus fier que lui. Mais voilà, alors on est arrivé donc à Paris et mon père est arrivé par la suite. Et là, mon père m'a mis pensionnaire parce qu'il ne savait pas quoi faire de moi. Moi j'étais élevé chez les bonnes sœurs et mon frère il était un peu perdu. Il était tellement fusionnel avec ma mère que pour lui, il parlait plus, ça a été terrible. Toi, tu l'as vécu comment ? Ah, c'est compliqué, parce que j'avais une relation avec ma mère qui était très particulière, du fait qu'elle était très fusionnelle avec mon frère. Je pense qu'il y avait un côté où je sentais certainement comme un abandon de la part de ma mère. Or, c'était vital, je pense, pour eux deux. Mais pour moi, c'était très dur. Alors c'est vrai que j'évacuais, bon, on va faire ça, on va faire autre chose, l'art d'évacuer, mais c'est pas une bonne chose. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai manqué beaucoup d'éléments féminins. Ça, très jeune, je m'en suis rendu compte. Que des hommes, et puis, si bien que quand j'ai cru, à un moment, j'ai perdu du sang entre les cuisses, puis j'ai dit à mon père, tu sais, j'ai du sang. Et il m'a répondu, le pauvre homme, mais tu sais quel trou ? C'est pour te dire l'époque. Maintenant, c'est pas pensable. Alors je dis, je sais pas. Enfin, tout s'est arrangé. Puis alors, en plus, les hommes à l'époque, c'était les hommes, c'était un monde quand même. On était dessous les hommes, on était très marqués par ça. Alors, pour revenir à mon truc de relation avec ma mère, je sentais que j'avais trop de vitalité pour elle, mais en même temps, on ne peut pas enlever sa vitalité. Et puis elle était très sévère avec moi. Alors ça fait que quand elle est morte, c'est terrible à dire, mais j'ai senti un sentiment de liberté. Mais en même temps, je m'en voulais, parce qu'on était bourrés par la faute, par-ci, puis les bonnes sœurs, c'était pas fait pour arranger. Hein. J'étais donc pensionnaire et je venais le week-end à la maison. Je savais pas d'ailleurs si je préférais rester à l'école ou aller au week-end, parce que les deux c'était sinistre. Enfin, on me demande, j'avais pas le choix, alors ça simplifiait le problème. Oh non, c'était étrange, les bonnes sœurs. Ça n'avait aucun sens. On avait droit à un bain par trimestre.
ou par an, je me rappelle pas, enfin c'était rarissime. Alors on me remplissait la baignoire et on me donnait une chemise. Alors j'ai pris la chemise, je l'ai posée, j'ai pris mon bain, je suis ressorti, puis j'ai rendu la chemise propre. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Ah ben, j'ai eu un 4 de conduite, mauvais esprit, parce que la chemise, j'aurais dû la mettre en rentrant dans le bain. Mais comment j'aurais fait pour me laver? Mais c'est ça, moi, j'étais bourré de trucs comme ça étant gosse. Mais je me disais, mais ça n'a aucun sens. Alors j'ai rendu sec et je me suis fait très mal voir. Et puis le dimanche matin, j'allais à l'église à la messe parce que j'étais obligé j'avais une carte pour faire la communion, il fallait que je la poissonne, comme le ticket de métro, comme la carte du métro dans l'ancien temps. Alors il fallait poissonner la carte. Alors évidemment, moi je suis allé à la messe. Alors quand je rentre, mon père qui me dit, t'as poissonné ta carte? J'ai dit, oh non. Tu as communié? Ah bah oui. Et bah oui. Et t'avais mangé avant? Bah j'avais mangé un peu de pain. Va te confesser, t'es en état de péché mortel. Alors non mais c'était dingue quand on y pense à cette époque-là. Donc je suis parti. Alors là je suis tombé sur un curé royal qui m'a dit, t'as mangé? Bah heureusement que t'as mangé avec le froid qu'il fait. Mais t'en fais pas. Je te la poissonne. Si je pouvais te poissonner toute la carte, mais avec tes bonnes sœurs, ça marchera pas. C'est tombé sur un curé d'avant-garde. Ah oui, j'en ai un bon souvenir. Là, j'ai des bons souvenirs parce que j'étais encore un homme. Ouais. Là, j'étais... T'as un moment où il y a des figures féminines qui sont arrivées un peu... Ben, pas beaucoup. Non. Si, ma belle-mère, mais ma belle-mère, ça n'a pas été terrible. Elle est arrivée quand t'avais quel âge? Oh ben, 3 ans après, mon père ne pouvait pas se marier. Comme ma mère, on n'avait pas trouvé son corps, pendant 3 ans, c'est la loi, il ne pouvait pas se marier. Mais dès qu'il y a eu les 3 ans, alors il nous a dit, je me remarie à cause de vous. À moi, il ne disait pas à mon frère. Mon frère était moins naïf. Mais je comprends qu'il n'avait pas envie d'être seul. Mais enfin, j'aurais préféré qu'il ne se marie pas, pour dire la vérité. C'était comment alors avec cette belle-mère? Ben, c'est-à-dire que déjà, au point de vue tempérament, on était dans 2 mondes totalement différents. Elle était dans un monde des apparences, et moi, les apparences, j'en avais rien à secouer. Moi, j'avais besoin de questions, je posais toujours des questions. Oui, mon père m'appelait mitraillette, d'ailleurs, parce que moi, je posais toujours des tas de questions, et ma belle-mère, elle me disait, va voir ton père, et mon père, prends le dictionnaire. Oui, tandis que ma belle-mère était beaucoup plus les toilettes, tout ça, moi, les bijoux. Non, ça fait que j'étais très, très déçu. En plus, marâtre, ça... C'est pas facile de prendre ce job. Puis quand t'épouses un homme, Les gosses, c'est pas simple. Alors, je lui en veux pas trop, quoi. Donc, alors, à ce moment-là, c'était la fin de la guerre. Ils se sont mariés en 1945, oui, 3 ans après la mort de ma mère. Et là, mon père a décidé de rentrer au Maroc. Parce qu'il était aussi fanat du Maroc, et on est retourné au Maroc. Au niveau de tes études, donc Bon, moi j'ai fait des études, et puis arrivé en seconde, moi je rêvais d'aller au lycée depuis toujours, et il n'y avait pas moyen, il fallait qu'il paye. Bon, et mon père, il gagnait pas beaucoup la vie. Pour parler en euros maintenant, il était à 50 € près. Enfin, alors ils m'ont mis au collège, dans un collège pour faire du commercial. J'avais horreur du commercial, mais ça, de toute façon, on ne demandait pas l'avis des gosses à l'époque. Bon. Moi, à ce moment-là, j'ai suivi les cours, mais ça m'a cassé les pieds prodigieusement. J'y suis resté je ne sais pas combien de temps, 2 ou 3 ans. Et puis à ce moment-là, ça a été la chance, j'ai fait un stage dans une société maritime. Casablanca, c'était quand même un grand port. Dans une société maritime, et du coup, ils m'ont gardé après. Alors j'ai dit à mon père, maintenant c'est terminé les études, donc je me suis arrêté là. Après, je me suis mis au travail, puis je me suis marié rapidement à ce moment-là. J'ai rencontré Henri au Maroc. Il y avait une base aérienne technique. Il était ingénieur militaire. On s'est connus par une cousine. Et puis avec Henri, ça a marché. Et vous êtes marié avec Henri au Maroc? Avec Henri, on s'est marié au consulat de France, et puis 8 jours après, à l'église. Voilà, et puis on a eu 2 enfants, les deux aînés. L'arrivée de tes 2 premières filles, c'était comment? Ah, je me rappelle d'une chose qui est très liée à l'époque, c'est que c'était le tout début de ce qu'on appelait l'accouchement sans douleur. D'accord. Alors, c'est-à-dire, il fallait respirer, il fallait se détendre.
Alors, c'est très bien. Quand on fait une piqûre, c'est encore mieux. Ça fait toujours. Alors, le deuxième, ça a été très vite parce qu'on me l'a accéléré. Donc, j'ai pas eu le temps de. Mais c'est assez marrant. Mais j'étais bien content d'avoir les 2 filles. Ah non, ça, c'était extra. C'était pas beaucoup d'intervalle, c'était... Elles ont 15 mois. Ah oui, c'est extra. Puis alors au Maroc, élever des gosses, ça va. Il fait beau tout le temps. Il fait un peu frais l'hiver, mais enfin, ça n'empêche pas avec un bon pull d'être dehors. On avait un petit jardin. Alors, on était dans un quartier à Casa. C'était les gens qui avaient construit eux-mêmes leur maison. Ça s'appelait les Castors. Alors c'était très sympa. Et qu'est-ce que vous avez fait au moment de l'indépendance du Maroc? On est resté après l'indépendance du Maroc, c'était en 56, c'était l'automne 56, l'indépendance. Et ça ne nous a pas gênés parce que c'était pas comme... Il y a eu des problèmes, il y a eu Ouedzem, il y a eu Meknès, mais ça n'a pas été comme en Algérie, quoi. C'est pas comparable, l'indépendance au Maroc. Ouais. Donc on est resté, et ça s'est toujours très bien passé. Et après, au lieu de faire le 14 juillet entre Français, ben moi je dansais avec les Marocains, on faisait le 14 juillet. Moi, je trouvais ça très sympathique. J'ai gardé un bon souvenir là aussi. Et puis alors à ce moment-là, l'établissement français au Maroc, en 61, s'est fermé. Donc on est parti en France. Et puis on avait un autre problème qui faisait qu'on était obligé de quitter, c'est que j'avais la seconde fille qui avait beaucoup de problèmes à supporter la période de la fin du printemps et l'été au Maroc. Voilà, donc on avait 2 raisons de rentrer, et on est rentré, enfin moi un peu la mort dans l'âme, parce que on a atterri à Toulouse, et j'ai trouvé ce monde archaïque. On s'est arrêté dans un café, il n'y avait pas de femmes dans les cafés déjà. Au Maroc, les femmes, c'est vrai qu'une Marocaine, elle n'allait pas au café. Mais là-bas, sinon, dans la brasserie française, il y avait des femmes et des hommes. Enfin, moi, j'ai souvenir. Mais là, on rentrait, on va dans un café, que des hommes. C'était en 61, 62. Et à ce moment-là, j'entends les voisins, puis j'écoute un peu ce qu'ils disent, là, puisqu'on venait habiter en France, il fallait bien se faire un peu aux mœurs. Voir quelles étaient les conversations de vieux au bistrot. Et puis j'entends qu'ils discutent, oui, tu sais, ma petite fille, elle va se marier, mais elle s'en va très loin, tu sais, elle s'en va à l'étranger. Alors moi, tout de suite dans ma tête, oh là là, évidemment, il verra pas ses petits-enfants si elle est au Japon, puis on remuait pas comme maintenant. Hein. Si sa petite fille est au Japon, ça, il va pas pouvoir, puis c'est cher, puis il continue à parler. Mais au fait, où c'est qu'elle va épouser cet étranger? C'était le département d'à côté. À moi qui sortais de Casablanca, il y avait les gens du monde entier. Et là, l'étranger. Je me suis dit, mais où c'est que je suis tombé? C'était difficile de s'acclimater à Toulouse. Ah oui, j'ai trouvé la France terriblement bourgeoise. C'était bourgeois, fallait faire leur pas. Et je disais à ma belle-mère, mais ouvre une boîte de petits pois. Ah, mais tu n'y penses pas. Enfin, je trouvais que c'était un monde très ancien, oui. Donc après, à Toulouse, j'ai eu ma 3e fille. Ça a été assez curieux cette année-là, parce que ma mère est morte à 30 ans. Ma grand-mère est morte à 30 ans. Ah, l'une pendant la guerre de 40, l'autre pendant la guerre de 14. Bon, là, il n'y avait pas de guerre, mais moi, quand j'ai eu 30 ans, j'ai attendu toute l'année à ce que je meure. Bon, je suis tombée enceinte. Donc, quelque part, la vie a choisi chez moi. Donc, on a vécu... Alors oui, là, on a vécu dans quelque chose d'assez petit. La reconstruction était en train de se faire, n'était pas terminée. Ça fait qu'on ne trouvait rien. C'était hors de prix. Puis avant mai 68, on mettait plus du tiers du salaire dans le loyer, quoi. C'était énorme. Et puis alors après, on est allé à Massy, là, qui était un quartier nouveau. Là, c'était génial. Je crois que c'est un moment les plus agréables. D'abord parce que le monde était ouvert. On avait l'impression que le monde allait se refaire. Il y avait une euphorie extraordinaire. Et puis, oui, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, où c'est plus de la tristesse. Tandis que là, quand on adhérait aux idées de 68, il y avait une espèce d'emballement extraordinaire. Les temps étaient beaucoup moins durs par certains côtés.
Et il y avait une remise à jour au point de vue mentalité, à tout point de vue, quoi. Donc c'était une bonne chose. Puis la France est très conservatrice. Donc elle a besoin de révolution, de coups de semonce pour avancer un peu quand même. Et c'était comment pour toi, mai 68 ? Alors, à 40 ans, j'ai repris des études. J'avais pas le bac, il a fallu que je fasse l'année de première et de terminale. Donc j'avais travaillé comme une forcenée, là. Et le 5 mai, je me rappelle, j'étais à Sancier pour passer l'examen spécial. Et là, on était entouré par les CRS. C'était toute l'université était vide puisque les cours n'avaient plus lieu. Mais on était barricadés par les CRS. Donc, c'était quand même un bon souvenir. Une fois, je m'étais balayé le soir. C'était un bordel monstre. C'était inouï. Mais c'était terriblement sympathique. Puis on a l'impression que ça fait du bien là, que le monde... il y avait des utopies. On prenait les gens en voiture. Enfin, c'était vraiment une époque extraordinaire. Bon, c'est ceux qui avaient 20-25 ans. Moi, j'en avais 35. Mais enfin, oui, puis ça m'a éveillé beaucoup à la politique. Parce que j'étais pas du tout politisé. Mais là, du coup, moi, j'ai adhéré. Et puis Henri lui avait ramassé des morceaux de cailloux de la Sorbonne. Et on a passé des bons moments. Parce qu'alors là, je suis devenue militante, là. On a monté comment on appelle ça, un truc de parents d'élèves avec une copine. On s'était fait traiter de communistes, parce qu'il y avait encore des archaïques. Je ne vois pas pourquoi il y avait que les communistes qui auraient fait... C'était dans toutes les écoles. Mais il y avait pas mal de militaires. Les militaires, c'est pas toujours d'avant-garde. Oui. Et puis alors, c'est marrant parce que moi, Henri, à l'époque, il était commandant. Ma copine, son mari était polytechnicien, il devait être lieutenant-colonel, il était un grade au-dessus. Et donc, on avait fait du porte-à-porte, tout ça. Et puis là, c'est une femme qui nous a ouvert, elle nous a regardé de haut, et puis on lui a expliqué, elle a dit « Non, je ne parle pas aux gens qui viennent comme ça faire du porte-à-porte, je suis femme de capitaine !» On a failli prendre le fou rire, toutes les deux. Et en plus, on mettait les grades pour faire le porte-à-porte. Mais au point de vue militant, non, je trouvais ça sensationnel, mais ça, au fond, ça se faisait petit à petit. Mon père, il était très pour le pouvoir en place. Alors, il a été pétiniste, il a été gaulliste. Et est-ce que tes parents t'ont quand même transmis certaines valeurs ou donné une certaine éducation ? Ce dont j'ai souffert le plus, c'est le manque de sens. C'était des choses qui se faisaient. Il fallait faire parce que ça se faisait. On était catholique parce que ça se faisait, au fond. J'ai jamais eu une pensée de la part de mon père comme ayant la foi. Il aurait eu la foi, même si après je n'aurais pas participé, ça m'aurait été égal, mais ça avait du sens. Pour moi, ça n'avait aucun sens. D'aller à la messe quand on n'en avait rien à secouer parce que ça se faisait, comme on dit d'ailleurs, on disait en Corse dans le temps... oui, j'y vais parce que là, c'est là qu'on se compte. Enfin, c'est très beau en folklore, mais en réalité profonde, c'est un peu juste. Et d'ailleurs, au niveau de la spiritualité, je sais qu'il y a un moment où tu as commencé à méditer. Ah, ça remonte loin. Moi, il y a un côté où je suis contre toutes les églises. Je trouve que ce que fabriquent les hommes, ça, c'est pas mon truc. Parce que j'ai un côté un peu mystique où quand même la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Donc j'ai fait tout un travail sur le bouddhisme. En 68 est arrivé en France un moine japonais, maître Deshimaru. Et il a organisé un voyage au Japon pour tous les sympathisants bouddhistes d'Europe. J'étais sympathisante, j'y suis allée, puis ça me faisait aller voir le Japon. À 40 ans, j'avais envie, Henri voulant pas voyager, moi j'avais une envie terrible de voyager. Donc je suis parti avec, on était une centaine d'ailleurs. Je m'en vais là-bas. Je reviens pas bouddhiste, mais je suis revenu avec la méditation. Et la méditation, j'ai beaucoup accroché. Et j'en ai fait depuis que j'ai 40-41 ans. Et j'ai trouvé quelque chose de très stabilisant et en même temps qui donnait du sens, parce que j'ai toujours couru après ça, c'est le manque de sens dans ma vie.
Et là, j'ai trouvé que ça avait du sens et j'ai jamais quitté. Alors, j'ai jamais quitté, non pas que je suis devenu bouddhiste, parce que ça, je n'y arrive pas, mais la philosophie sous-jacente me convient parfaitement. Donc si on revient à ta vie à Paris avec tes 3 filles, Oui, t'as eu une 4e fille à un moment. oui, j'ai été enceinte à Paris, c'est Cécile. Et au niveau des valeurs que t'as voulu transmettre à tes 4 filles, du coup, c'était... Ah, qu'est-ce que j'ai pu transmettre? Que les apparences, c'est pas grand-chose, mais qu'hélas, ça a cours. Ah, la tolérance, oui. La vérité aussi. La vérité et le courage. À un moment, j'étais assez pour l'engagement aussi, dire qu'il fallait s'engager, mais enfin, c'est pas maintenant. Et donc leur éducation, ça a été comment? Ben, ça a été un peu chaotique, enfin chaotique. Finalement, on s'est arrangé avec Henri parce que Henri était beaucoup plus sévère que moi. Il était beaucoup plus à cheval. Il y avait des choses qui se font quand même. Henri, il avait un certain rôle et toi... Ben, comme c'était des filles, un jour il m'a avoué. Il m'a dit, t'as eu de la chance qu'on n'ait pas eu un fils parce que c'est moi qui l'aurais élevé. Mais enfin, je pense qu'il a eu son poids quand même. Parce qu'il a un peu redressé ce côté des apparences. Et il y a un côté où je crois qu'il faut quand même tenir compte de la réalité. Ça, c'est sur le tard où j'ai essayé de transmettre aussi le sens de des réalités. Et non, parce que j'avais tendance, moi, à être très utopiste. Et je pense que la réalité, c'est important. Et que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a toujours un espoir immense. Et puis alors surtout, enfin moi, je ne sais pas si je l'ai transmis, parce que ça, c'est pas par les paroles, c'est par ce qu'on se vit. J'ai un amour immodéré de la vie. J'espère l'avoir transmis, mais ça, je ne sais pas. C'est quoi aujourd'hui ta relation avec Henri? Ah ben c'est compliqué, parce qu'il y a toujours ce côté des hommes de cette époque-là, où il n'y a rien à faire, ils sont machos, quoi. Mais ils sont comme ça, J'ai eu beaucoup de mal, mais maintenant, je dois dire que c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Voilà. Non, puis il m'a laissé une grande liberté. Tu vois, je suis pour la vérité. Mais en même temps, il l'a fait, il aurait pu m'emmerder. Il ne m'a jamais emmerdé. Ah, il me le faisait payer. Bon, enfin, ça, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire, quand je rentrais, c'est comme si j'existais. Mais enfin, ça, c'est de bonne guerre. Et les filles, elles ont pu choisir les études qu'elles voulaient faire? Ah bah, c'est-à-dire, elles ont choisi ce qu'elles voulaient. J'ai absolument pas orienté les... Et ça, Henri, on était d'accord, là. Enfin, il a laissé les choses telles quelles. Et puis, du coup, il y a un moment où elles sont parties de la maison. Oui. Ça s'est passé comment, ça? Ah bah, c'est-à-dire que quand la dernière avait préparé un dossier pour Sciences Po Bordeaux, un jour, elle me dit « Figure-toi, j'ai oublié d'envoyer le dossier de Sciences Po, c'était hier le dernier jour. » Ah, je lui ai dit « Écoute, maintenant que tu as fait le dossier, tu l'envoies. On verra bien. » Bon. Donc, on n'y pensait plus. Et là, je vois Minitel et je vois qu'elle est acceptée à Sciences Po. Donc, à ce moment-là, quand j'ai vu sur le Minitel Cécile Baquet, là, la première des choses, je me suis effondré. Avant de téléphoner, mais ça a été un effondrement. Et alors là, j'ai compris que c'était fini, maintenant. Elle quittait la maison. Mais c'est ce qui s'est passé. Ouais. Elle est partie, parce que c'était à Bordeaux. Après, elle est revenue à Paris. Elle m'a dit, je me réinstalle pas ici, hein, je te préviens. J'ai dit, j'ai compris. Ça a été difficile, ça. Ça a été difficile. Ah, j'ai eu un choc, ça a été terrible. J'ai compris que c'était la fin. Et puis alors, c'est l'inconvénient de ne pas avoir travaillé, c'est qu'à ce moment-là, non seulement il n'y a plus rien, mais il y a aussi le fait que la vie, qu'une partie de la vie est terminée. J'avais fait quand même pas mal de choses en dehors j'avais milité, et pas mal participé en tant que bénévole à beaucoup de choses. Mais c'est pas comme un travail.
Oui, surtout qu'on faisait avec Cécile, je m'entends particulièrement bien, autant le dire. Et on allait au cinéma, elle était à la maison, elle était très libre, elle faisait ce qu'elle voulait. Mais des fois, on allait au cinéma ensemble, enfin, il y avait Et puis on s'entend très très bien. C'était important pour toi, les amitiés? Ah oui, Ouais. ah oui, T'as eu des grandes copines? ah oui, ah oui, ah oui. Plus que de grands copains. Je pense que le manque de femmes m'a tellement manqué, j'ai eu beaucoup de copines. Puis il faut dire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus par genre. Tu m'avais parlé d'une amie en particulier, non? Oui, elle s'appelait Marcel. Ah, elle, ça a été le rayon de soleil après la mort de ma mère. C'était vraiment extra. Ben, elle venait, elle était un mot plus loin que nous, mais la voiture à cheval venait chercher le lait tous les matins de bonne heure, d'Aurillac, de la préfecture, mais il n'allait pas plus loin. Et alors, par contre, le hameau qui était à 3 kilomètres, comme ça, c'était la fille, ma grande copine, qui venait l'amener à 6-7 heures du matin avec le bourricot, c'est un tout petit âne, et puis une carriole où tu avais, je ne sais pas si tu as vu ça, tu sais, les bidons qui sont hauts comme ça de lait. Voilà, et il y avait les 2 bidons de lait. Et je repartais avec elle. Oh là là, c'est des souvenirs, mais extraordinaires. Et il y avait son frère aussi, qui avait 1 an de moins, mais on faisait des cache-cache dans le foin, qui m'avait fait des propositions, je ne sais pas si même il aurait pu les honorer, mais enfin moi qui étais chez les bonnes sœurs, j'avais trouvé ça très louche. Alors ce qui est terrible, c'est que quand j'ai vieilli, là il y a 4-5 ans, j'ai trouvé l'adresse de celle qui était ma copine. Je téléphone, et puis non, c'était pas ma copine, c'était sa sœur aînée. Avec qui j'avais pas sympathisé particulièrement, quoi. Et l'autre, elle était morte 1 an avant. Ah, j'en étais malade. Pendant longtemps, j'ai trouvé que beaucoup de gens m'avaient manqué. Et le jour où j'ai pris conscience que moi, j'avais manqué à des tas de gens, ça a été terrible, parce que c'était bien pire. Ah, ça a été terrible. Et là, c'est une des raisons, c'est qu'au fond, j'aurais pu lui téléphoner, mais 1000 fois plus tôt. Et ça m'est arrivé souvent, ça. Et c'est quoi ta relation avec ton frère? Alors mon frère, c'était compliqué parce que on parlait peu ensemble, mais il y avait quelque chose d'un peu, comment on dit, d'un peu viscéral qui nous rattachait, une certaine souffrance, un certain manque. Donc on était quand même assez proches. Et puis il a épousé une femme qui le voulait pour elle toute seule. Alors elle s'est fâchée avec toute ma famille. Et puis, elle a fini par se fâcher avec nous. Alors, j'ai bien essayé par tous les moyens, puis il n'y a rien eu à faire. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas vu mon frère. Et ta première petite fille, alors, c'était comment? Ah, oh, c'était très compliqué. Très, très compliqué. Ben, j'ai eu beaucoup de mal à être grand-mère. D'accord, pourquoi? C'est vraiment énigmatique. Après, ça s'est mieux passé. Ouais. Mais la première, Mais quand j'ai eu Odile, comme je n'avais pas l'habitude des petits, puis j'étais pas tellement attirée par les petits, moi. Donc c'est Henri qui m'apprenait à mettre les couches. Il avait dû repérer ça. Oui, et là, ça a été pareil. C'est comme si c'était un nouveau job et que j'avais pas le mode d'emploi. Ouais. Et je me sentais très démunie. Et là, aujourd'hui, ta relation avec tes petits-enfants... Ah oui, là maintenant, oui, non, c'est bien. Oui, non, puis alors je suis pour la liberté. Il y en a qui viennent avec plaisir, puis il y en a qui sont plus... Mais là, moi, ça me gêne pas, ça me fait pas souffrir. Je suis vraiment pour que chacun fasse comme il le sent. Et puis, combien? 10 petites filles? 10 petites filles? Oui, pour un petit-fils. À quoi elle ressemble aujourd'hui ta vie? Qu'est-ce que tu fais? T'as des activités? Tu fais de la gym? Ah oui, ça, je fais de la gym tous les matins, oui. Ah, mais c'est une sacrée question. Parce que justement, arrivé à 86 ans, puis ayant vécu la mort à 9 ans, je vis avec la mort.
Donc ça, c'est très important. Et puis j'ai des copines du même âge qui sont seules et où c'est difficile. Je me suis inscrite à l'ADMD. C'est quoi? Mourir dans la dignité, ça veut dire mourir quand je le veux et non pas mourir dans des souffrances atroces à l'hôpital, bourré de tuyaux et de machins. Et t'as peur de mourir ou pas? Un peu, peur de souffrir surtout. J'ai peur de souffrir, mais de mourir aussi. Et puis de laisser tous les gens qu'on aime, c'est pas rien. Ce qui a d'importance aussi, c'est de revoir un peu ma vie aussi. J'ai essayé de téléphoner à mon frère, mais en fait, je ne l'ai pas vu depuis 20 ans, alors j'en sais rien. À dire vrai, je fais beaucoup moins de choses. Je comptais avant, j'étais conteuse, je compte de moins en moins, et là, il y a une séance, je ne sais même pas si je ne veux pas carrément laisser tout tomber. Parce que d'abord j'ai la mémoire, tu vois, qui n'est pas toujours brillante. Et j'ai peur que si j'ai la mémoire qui flanche, de me trouver démunie, d'avoir carrément le mur. Alors avant, je m'en débrouillais très bien. Même il y a 10 ans, j'étais capable encore de faire une pirouette ou de le faire dire à quelqu'un. Maintenant, j'en suis plus capable. Et donc aujourd'hui, après toute cette vie, est-ce que tu penses que tu es heureuse? Oh oui. Oui, parce que c'est toujours lié au sens, d'avoir trouvé un sens aux choses. Donc la vie, ça vaut le coup. T'es optimiste ou pas pour la suite? Moi, je pense qu'il y aura toujours des choses extraordinaires et qu'il y aura des choses nettement moins bien. Et c'est pas une histoire de bien et de mal, c'est une histoire d'orientation, quoi. Puis ce qu'il y a de bien, les hiérarchies sont quand même en grande partie tombées. Ce monde, il ne sera pas construit par ce qui est en tête. Ça sera construit par les jeunes, mais c'est un monde plus sérieux, quelque part. 68, c'est plus de la rigolade à côté. Non, mais c'était bien, hein. Mais enfin, c'est-à-dire que les gens font les choses et on ne sait pas à quoi ça va, vers quoi ça mène. Mais ils en sont. La grosse révolution, ça sera sur le fric. Quand les gens accepteront de vivre avec moi et de partager, moi je crois qu'il n'y a pas d'avenir possible sans partage pour moi. Merci beaucoup à Nanou de m'avoir donné un peu de son temps, de sa confiance, de ses rires et de ses souvenirs émouvants. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail souvenir.sonore@gmail.com. À très vite. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Ah,